Bonjour, je suis Delphine Boileau-Terrien, fondatrice du réseau FemmesDeChallenge.com. J'accompagne les femmes expatriées dans leur recherche d'emploi à l'étranger. Aujourd'hui, avec cette capsule vidéo, je voulais vraiment mettre le focus sur la compréhension des différences culturelles. Donc ça, c'est vraiment très important quand on est en recherche d'emploi à l'étranger. Donc j'ai invité Biba Pedron, une femme française qui est depuis 8 ans aux États-Unis, donc qui connaît très bien la culture américaine. Et également, son premier métier était d'accompagner les Français qui cherchaient un emploi aux États-Unis. Donc, elle les aidait en fait à rédiger leur CV, leur lettre de motivation et dans la préparation des entretiens de recrutement. Donc, je vous laisse écouter notre entretien. Bonjour Biba, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Donc, vous êtes française, vous vivez maintenant aux États-Unis depuis 8 ans. Donc vous avez d'abord vécu aux États-Unis. D'ailleurs, depuis, on vous appelle la reine du networking. Maintenant, vous êtes à Miami. Et donc, votre activité principale, c'est d'accompagner en fait les entreprises françaises à s'implanter aux États-Unis. Et donc, on peut vous retrouver sur votre site myfrenchnetwork.com. Donc la raison pour laquelle j'avais envie de vous rencontrer aujourd'hui, c'est que un de vos premiers métiers quand vous êtes arrivé, c'était d'accompagner en fait les Français à trouver un travail aux États-Unis. Et donc vous les accompagnez dans la formalisation du CV, de la lettre de motivation, et surtout vous les prépariez aux entretiens. Donc, dans ma démarche d'accompagnement de mes clientes, effectivement, j'ai considéré que la différence culturelle est importante à prendre en compte pour ne pas faire d'impair dans sa démarche d'emploi et surtout lors des entretiens de recrutement, puisque effectivement ça peut être assez facile d'avoir des difficultés de communication liées à ça. Donc aujourd'hui j'avais des questions concernant effectivement l'entretien et le processus de recrutement. Alors dans un premier temps, ma question déjà c'est en quoi le processus de recrutement américain diffère du processus français. Alors, je pense qu'il y a toute une partie effectivement qui est commune, mais ce qui est différent, c'est effectivement qu'il faut s'adapter à la culture avant, à la culture américaine. Et je pense qu'avant que quelqu'un puisse se lancer à faire une recherche d'emploi aux États-Unis, il faut déjà qu'il ait fait une petite étude au niveau de la culture, on va chercher le mot, au niveau de la culture, et qu'éventuellement cette personne-là soit venue déjà aux États-Unis. C'est plus compliqué si on cherche directement de France ou d'un autre pays, en se disant bon j'aime les États-Unis et je vais m'y installer, sans rien connaître aux États-Unis. Donc il est important d'être déjà venu sur place pour s'imprégner de la culture avant même de pouvoir rencontrer éventuellement des recruteurs. Donc après, je pense que ce qui est important, c'est de savoir se préparer à l'entretien. Donc il y a toute la phase qui est en amont et que malheureusement beaucoup de gens ne font pas parce que l'erreur de beaucoup, c'est effectivement d'envoyer des tas et des tas de CV en disant c'est étonnant, j'en ai envoyé 100, 200, mais je n'ai pas de réponse. Tout simplement parce qu'ils envoient le même CV à tout le monde et que déjà le CV n'est pas adapté puisqu'il y a effectivement un format américain qui est bien spécifique. Que simplement faire un CV français traduit en anglais ne va pas suffire. Et surtout, il faut également faire une recherche sur la société que l'on va contacter. Donc, il faut faire une recherche sur les médias, il faut faire une recherche sur les réseaux sociaux. Quelle est l'organisation, quel est le but de cette organisation-là, et aussi bien préparer son CV par rapport à la société à laquelle on envoie le CV, donc l'adapter, ça prend du temps. Ça peut prendre 2 à 3 heures éventuellement de faire un CV adapté par société. Mais il faut déjà commencer par ça. Et puis aussi savoir un petit peu quelles sont toutes les questions que l'on va poser à l'avance. Une fois de plus, il faut être préparé. Quelles sont les questions que l'on va montrer pour montrer à l'entretien qu'on a fait ce qu'on appelle ses homework et qu'on a fait ses recherches à l'avance, qu'on est motivé, on sait ce qui se passe dans l'entreprise et que quand on arrive, c'est pas juste tiens, j'ai vu une annonce sur monster.com, j'ai vu ta lumière, j'arrive et j'ai un entretien. Donc déjà, je pense que ça c'est important, mais la première chose, comme vous disiez, la différence, ça va être la culture. D'accord. Et donc par rapport au processus de recrutement, parce que généralement ce que j'ai vu, c'est que il y avait le premier entretien se faisait généralement au téléphone, ce qui est assez peu courant en France. Quelles autres spécificités par rapport au processus de recrutement est-ce qu'il existe? Oui, alors c'est vrai que souvent le premier entretien se passe par téléphone. Et je dirais que la tendance, même depuis les 2-3 dernières années, avec ce qui se passe avec la crise et même
pas bafouiller au téléphone. Donc, il faut être sûr d'avoir préparé toutes ces questions, quitte à s'entraîner avec quelqu'un, un ami ou quoi que ce soit, ou même s'entraîner devant la glace, tout simplement, ou s'entraîner devant la vidéo, puisque maintenant, ça se fait de plus en plus, pour être préparé. Parce que d'une part, il faut être capable de répondre de suite aux questions qu'on va poser, sans se dire, attention, c'était quoi mes questions, c'était quoi mes réponses, de ne pas bafouiller, et puis aussi, selon son niveau d'anglais, pour être capable de comprendre l'accent du recruteur. Parce que ce qui est beaucoup plus compliqué quand ça se fait par téléphone, c'est qu'on ne voit pas l'autre personne. Donc, on ne voit pas la réaction du recruteur. Et c'est encore plus impressionnant, quelque part, de faire un entretien au téléphone que de la faire en face à face. Donc, souvent, les gens ne sont pas suffisamment à l'aise. Et donc, c'est vrai que maintenant, comme au moins les 2 à 3 premiers entretiens peuvent se faire par téléphone, il faut être prêt. Et donc, si je comprends bien, c'est que par exemple, on peut répondre à une annonce, envoyer son CV et on va avoir un coup de téléphone sans même avoir a priori une prise de rendez-vous pour cet entretien téléphonique? Ça dépend des sociétés. Il y en a certains qui effectivement vont vous contacter. Ça peut être l'assistante qui va vous contacter en disant voilà, tel jour, telle heure, on prévoit l'entretien. Mais il y a aussi justement des recruteurs qui le font spécifiquement, qui appellent en disant voilà, l'entretien c'est maintenant, pour justement déstabiliser un petit peu la personne et pour la tester en même temps. D'accord. Donc, pour savoir comment elle réagit dans toute situation, est-ce qu'elle est capable, et quelque part, vous devez mettre directement en condition de travail, c'est-à-dire que, effectivement, quand on est job, quelqu'un décroche le téléphone, quelqu'un vous appelle, ne va pas vous dire je vais vous rappeler dans un jour ou deux, préparez-vous à l'entretien. Donc, c'est important de toujours être prêt, en fait. D'accord. Et puis, la nouvelle tendance également, ce qui ne se faisait pas quand moi je faisais de la formation sur les entretiens, mais je sais que ça se fait de plus en plus, c'est que donc non seulement c'est 2-3 entretiens qui peuvent être faits par téléphone, mais aussi c'est pas simplement des entretiens individuels. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 4-5 candidats au téléphone en même temps, et ils font un genre de jeu de rôle où ils prennent un thème, ce qu'on appelle un study case et ce genre de choses, pour que chacun travaille sur un sujet pour voir un petit peu comment les candidats vont réagir. C'est-à-dire qu'est-ce que la personne est plutôt timide, est-ce qu'elle se laisse envahir par les autres, ou est-ce que c'est quelqu'un qui prend la parole, qui prend les initiatives, qu'est-ce que c'est quelqu'un qui va être comme on dit, tout controlling et qui va prendre la parole de tout le monde et qui ne va pas laisser parler les autres. Donc il y a toutes ces choses-là, et ça c'est pareil, je pense qu'il faut vraiment être préparé à l'avance parce que émotionnellement, en dehors de l'appréhension de l'interview, c'est pas ça. Et j'imagine que ça, c'est pour des postes de haut niveau? C'est plutôt à haut niveau si vous avez un poste de responsable ou un poste de VP ou ce genre de choses. Mais c'est pareil, comme c'est des postes qui sont assez élevés, il faut être sûr de ne pas les rater. D'accord. Et le processus, est-ce qu'il y a un nombre d'entretiens, imaginons pour des postes de responsable marketing ou enfin niveau responsable, est-ce qu'il y a un nombre d'entretiens, est-ce qu'il y a des standards un peu de cet ordre-là, je dirais un entretien par téléphone, après 2 entretiens en face à face, est-ce qu'il y a des classiques? Il n'y a pas de règles, surtout que ces dernières années, vu que la crise a tout changé, il n'y a plus de règles en fait. D'accord. Donc ça dépend vraiment de la société, de ce qu'elle recherche. Ça dépend aussi parce que combien de candidatures ils ont reçues. Et puis selon la société, ça dépend aussi du recruteur, pour savoir ce qu'il a envie de faire véritablement. Et puis dans certains cas aussi, on peut avoir à faire des entretiens avec différentes personnes, pas simplement le recruteur, c'est-à-dire pas d'abord le recruteur, qui est OK effectivement sur le premier entretien, on va passer avec lui éventuellement au téléphone et puis ensuite en one-on-one, ou simplement au téléphone. Et après, il va faire passer l'interview avec d'autres personnes. Donc, par exemple, si vous voulez un poste de responsable marketing, donc les autres responsables marketing de la société vont également intervenir, faire un entretien téléphonique ou un entretien face à face. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de règles. Ça a été un peu bougé sur les 2-3 dernières années à cause de tout ce qui se passe. D'accord. Et est-ce que, parce que j'ai entendu aussi que quand il y a dans le processus de recrutement, donc on peut très bien avoir passé 3 entretiens et en fait, assez souvent, il n'y a pas de réponse. Est-ce que c'est un classique, entre guillemets, si on tentait qu'il puisse y en avoir un, que en fait, quand on n'est pas retenu, on a beau avoir passé pas mal d'entretiens, ça ne veut pas dire que on sera forcément dans la shortlist ou même on n'aura pas de réponse. Alors, c'est vrai qu'une fois de plus, ça dépend un petit peu des sociétés, mais c'est un peu la tendance parce que tout simplement, ils ont tellement de candidats, ils n'ont pas le temps ils ont tellement peu de temps déjà à faire les entretiens pour
tout le monde et ils sont déjà suffisamment occupés. En plus, ils n'ont pas le temps de contacter 100 personnes pour dire non, vous n'avez pas été retenu. Donc, je pense que c'est à chacun, en fait, de faire le nécessaire et de faire ce qu'on appelle le follow-up, donc le suivi, c'est-à-dire qu'ils ont eu un entretien ou ils en ont plusieurs, de relancer une dizaine de jours après, de voir un petit peu, de contacter la société ou le recruteur directement et de poser la question, de savoir un petit peu où ça en est. Je pense que c'est une bonne chose en plus de le faire parce que ça montre, ça permet de rappeler son bon souvenir déjà en recruteur et surtout ça montre sa détermination. Donc peut-être contrairement à la France où on n'a pas l'habitude de rappeler pour savoir est-ce que c'est bon, est-ce que j'ai été pris ou est-ce qu'on en est de la suite, je pense qu'il ne faut pas hésiter à le faire aux États-Unis. C'est quelque chose qui peut se faire couramment et qui est bien apprécié. Maintenant, pour autant, il ne faut pas harceler le recruteur et l'appeler tous les 2 jours en disant bon, c'est bon, j'ai le poste, j'ai le poste, j'ai le poste. Donc, il faut trouver un petit peu l'entre-deux. D'accord. Et donc, imaginons que la personne soit retenue pour un entretien par rapport à l'entrée en relation. Enfin, quand le recruteur arrive à nous et nous reçoit alors qu'on était donc dans la salle d'attente, par exemple, est-ce que en termes de communication ou de comportement, est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention avec des Américains? Là, je dirais que la logique, c'est que ça va être un peu la même chose qu'avec la France, c'est-à-dire, il faut déjà arriver à l'heure, pouvoir arriver en avance, être sûr d'être bien habillé, ça me paraît normal, mais c'est vrai que ce n'est pas systématiquement le cas, donc être habillé de façon appropriée en fonction du poste, et puis surtout être sûr de soi. C'est-à-dire que contrairement à la France, aux États-Unis, dans un entretien, comme c'est un peu dans la vie de tous les jours ici aux États-Unis, toujours montrer qu'on est le plus beau, qu'on est le meilleur, il n'y a que nous qui comptons. Donc devant un recruteur, c'est pareil, il ne faut pas avoir cette attitude un peu passive, comme on peut peut-être avoir en France et être un peu timide ou ce genre de choses. Il faut vraiment montrer déjà, on arrive avec une poignée de main qui est très ferme et qui montre qu'on est quelqu'un de déterminé, qu'on est quelqu'un de positif et qu'on reste, comme on dit, un asset pour la société. Donc ça, c'est ne pas avoir le sentiment qu'on est inférieur au recruteur, mais qu'on est à son niveau, parce qu'en fait, on est là pour se vendre. C'est comme vendre un produit, en fait, il faut qu'on est soi-même le produit. Et il ne faut pas hésiter à le faire. Et c'est là où beaucoup de Français ont des problèmes, parce qu'en France, on n'est pas habitué à se mettre en avant. Même quelqu'un j'ai vu pendant des différents séminaires que j'organisais il y a des années à New York, des personnes qui avaient des diplômes très élevés, et quand on les entendait parler, on n'avait pas le sentiment qu'ils avaient ce niveau-là. Et quand on regardait sur le papier, on se disait, attendez, pourquoi vous n'avez pas mis telle et telle chose en avant? Oui, ben non, je n'ai pas osé, je n'ai pas. Donc, il faut vraiment ne pas avoir peur, sans avoir un ego, une certaine agressivité, ne pas avoir peur à vraiment se mettre en avant. D'accord. Et donc pendant l'entretien, justement, quels sont les 3, 4 points vraiment à avoir en tête pour réussir son entretien? Parce que par exemple, comme vous le disiez, il y a le côté être confiant en soi et le côté aussi orienté très résultat. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont vraiment très très importantes, 2, 3 choses très importantes durant l'entretien? Donc déjà, une fois de plus, on reprend cette attitude très très positive, c'est-à-dire avoir un ton de voix où on montre qu'on est quelqu'un d'actif, parce que si effectivement on répond un petit peu comme ça, on n'ose pas parler, ce genre de choses, ça va être ennuyeux pour le recruteur, donc là c'est sûr, ça ne va pas aller très très loin. Il faut toujours montrer, une fois de plus, ça c'est le plus important, qu'on est le plus beau et qu'on est le meilleur. Et je dirais qu'il ne faut pas hésiter non plus à entamer la conversation. C'est-à-dire que même si c'est le recruteur qui est là pour nous poser des questions, pour autant on est là pour décrocher le job peut-être pas de votre vie, mais en tout cas de la période. Donc il ne faut pas hésiter non plus à avoir l'initiative des questions et pas être quelqu'un de passif qui attend simplement les questions échappées. Mais de montrer, comme je disais tout à l'heure, qu'on a fait une recherche sur la société, donc parler de ce genre de choses, pour bien montrer qu'on a la détermination, qu'on a fait les recherches à l'avance, on sait exactement qu'est-ce qui va se passer dans la société, parler de dire, ben voilà, j'ai vu que vous aviez lancé un nouveau produit, j'ai vu que dans l'actualité, il se passait telle et telle chose, vous allez faire un partenariat. Donc on montre qu'on a de l'intérêt pour la société, et également poser des questions sur la suite. En disant, ok, supposez, d'accord, vous prenez, mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ne pas avoir cette attitude passive, j'attends de savoir si vous allez prendre, et quelque part, de considérer qu'on a déjà le poste, et dire, voilà, maintenant, c'est moi qui interviewe le recruteur. Maintenant, c'est ma vie qui en dépend, donc j'ai aussi le droit de poser des questions au recruteur sur la société, comment ça se passe, la politique de la maison, sa philosophie, mon
Donc, je comprends que la proactivité, enfin, être vraiment impliqué, c'est très important. Par rapport au fait de mettre en valeur plus ses résultats, parce qu'en France, on a peu l'habitude, on va plus faire un déroulé de l'expérience, alors qu'aux États-Unis, ils sont beaucoup plus orientés des chiffres, j'ai géré tant de personnes, tant de millions, etc. Ça, c'est quelque chose où est-ce qu'il faut vraiment mettre le focus, hein, c'est-à-dire passer la plupart du temps quand on se présente à ça, de vraiment qualifier en termes de chiffres et de résultats. Ça, c'est vraiment la partie la plus importante. C'est-à-dire que ça, déjà, ça doit commencer dans le CV. C'est-à-dire que contrairement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il ne faut pas faire un CV français simplement Mm. traduit en anglais, mais qu'il faut vraiment faire un CV à l'américaine. Parce qu'en français, on a plutôt tendance à des bullet points, j'étais responsable de ceci, j'ai fait cela, je m'occupais des rayons, j'étais responsable de la comptabilité. Mais c'est passif. C'est-à-dire, on utilise des verbes passifs. Aux États-Unis, d'abord, il faut utiliser des verbes actifs. Et puis, montrer quels ont été les résultats, comme vous disiez, pour montrer les chiffres, les pourcentages, montrer des exemples concrets. Et quand on est à l'entretien, on reprend tous ces éléments-là et vraiment les mettre en avant en disant, moi, j'ai été capable de faire ci, dans la société précédente, je leur ai fait ceci, j'ai un tel résultat, j'ai fait 50% de progression par rapport au service de marketing, par exemple, ou sur la communication. Donc, vraiment, montrer des exemples, citer des exemples, si par exemple on a décroché des clients spécifiques en disant voilà, j'ai permis d'amener tel client et que ça a augmenté le chiffre d'affaires de temps. Donc, vraiment être très très précis sur justement la résultat. Parce que les Américains, en gros, le diplôme, ils n'en ont rien à faire. Là, vous pouvez arriver en disant moi j'ai un MBA et vous dire et alors donc, il faut toujours penser à ça. Ce n'est pas le diplôme que vous avez qui est important, c'est le résultat. Et du coup, c'est pour ça que dans un entretien, ils ne vont pas se baser sur ce que vous avez comme diplôme. Donc, si vous en avez un, je ne sais pas, n'importe quoi, qui a un bac et l'autre qui a un MBA, ce n'est pas nécessairement d'office celui qui a le MBA qui va le remporter. Qui va remporter le job. C'est vraiment la personnalité de la personne déjà, et puis sa façon de convaincre que, une fois de plus, on en revient toujours au même, mais vraiment le focus sur l'entretien, c'est on est le plus beau, on est le meilleur. Voilà ce qu'on a été capable de faire pour les postes précédents, pour la société précédente. Voilà ce qu'on a amené à la société précédente. Donc, de ce fait-là, on montre aux recruteurs que voilà tous les assets qu'on va pouvoir apporter à la nouvelle société. D'accord. Et par rapport au fait de clôturer l'entretien, est-ce que c'est toujours dans la même idée? Est-ce que on peut leader la fin de l'entretien ou comment ça se passe exactement? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Bien sûr, déjà, ce qui est important, c'est aussi demander quelle est l'étape suivante Mhm. pour être sûr de savoir où on va. C'est-à-dire qu'on a fini, une fois de plus, se mettre en avant en disant, bon ben voilà, maintenant on en est à la fin, je vais pas être passif, je veux savoir ce qui se passe. Mhm. Donc demander quelle est l'étape suivante, comment ça se passe, être sûr qu'on a posé toutes ces questions. Si on avait fait une liste, même si on a la liste dans sa tête, être sûr qu'on a des réponses à toutes ces questions sur l'organisation, pour savoir si déjà, c'est une chose que le recruteur trouve que notre dossier soit intéressant, mais il faut aussi qu'on trouve que le job soit intéressant pour nous. Donc, on ait le sentiment d'avoir toutes les informations nécessaires. Demander s'il y a besoin d'envoyer des informations complémentaires, est-ce qu'il y a besoin d'autre chose. Donc, bien sûr, je ne l'ai pas cité au début, mais toujours venir à un entretien avec son CV. Parce que même s'ils sont censés les avoir reçus, peut-être qu'ils n'est pas sur le bureau ou quoi que ce soit, on ne peut pas perdre de temps. Donc, dans ces cas-là, on montre une fois de plus qu'on est prêt d'apporter son CV. Et puis, si on ne les a pas déjà, bien sûr, demander les coordonnées des recruteurs avec son email, son téléphone et ce genre de choses. Vous lui demandez tout simplement sa carte pour être sûr de pouvoir le contacter. Éventuellement, lui demander dans combien de temps je peux vous contacter pour savoir un petit peu où on en est. Ça se fait également très très bien. Et puis également, une chose qui ne se fait définitivement pas en France, c'est qu'une fois qu'on a fini l'entretien, pensez à envoyer une 5 note dans les 48 heures. D'abord, ça va montrer qu'on remercie la personne pour le temps passé, avoir fait l'entretien. Ça montre que l'on est une personne motivée également, puis qu'on a de l'éducation aussi, ça ne cache rien. Et puis, ça permet toujours de montrer aux recruteurs qu'on se différencie un peu des autres, parce que tout le monde ne le fait pas, même les Américains, pour autant, même si c'est marqué partout qu'il faut le faire, je sais que tous les Américains ne le font pas non plus. Et c'est une manière de se démarquer. Et puis, si éventuellement on voit pendant l'entretien que ça ne s'est pas passé comme il faut, ou qu'on voit que le recruteur ne va pas nous prendre ou quoi que ce soit, ne pas hésiter à demander est-ce qu'il n'y a pas d'autres postes dans la société qui correspondraient à mon profil? Est-ce que vous ne me conseillez pas, est-ce que vous me conseillez telle ou telle personne de rencontrer telle ou telle personne? Et là, on va faire intervenir, je sais que ce n'est pas tout aujourd'hui, mais on va intervenir les réseaux, parce que et ça fait partie de toute façon
en États-Unis. Donc, si on n'a pas pu avoir ce job-là, par le réseau, par cette personne-là, on peut tenir des referrals, ce genre de choses. Et donc, ne pas hésiter à demander ben, si vous n'avez pas quelqu'un d'autre Mm. à me conseiller dans la société ou à l'observer. Parce que c'est vrai que les Américains sont extrêmement réseaux, donc ils pourront être à même de donner des contacts facilement. D'accord. Le réseau, le networking, c'est une façon de vivre aux Mm. États-Unis, c'est un art de vivre. Donc, c'est inclus dans absolument tout. Et je crois que dans une vidéo précédente, vous disiez qu'effectivement, aux États-Unis, alors je ne sais plus quel chiffre vous avez donné, mais je crois que c'est 80 ou 85%, il me semble, moi, de ce que j'ai entendu, des emplois sont trouvés par le networking. De la même façon que pour les gens qui ont une société, 90% des clients sont trouvés par le networking. Mm. Donc ça, il faut aussi l'avoir en mémoire et toujours penser que le recruteur, c'est pas quelqu'un de plus haut que soi, c'est vraiment une personne qui peut faire partie de son réseau et qui peut, si le job ne va pas avec lui, on peut très bien en trouver un autre. D'accord. Donc, ce que je comprends bien, en fait, depuis donc le début de notre entretien, ce que je comprends, c'est que c'est quand même gagnant-gagnant et que chacun, en fait, a gagné dans cette démarche d'entretien. Et même si ça ne se passe pas comme ça devrait être concluant, un candidat peut être à même, finalement, de gagner aussi en demandant à avoir d'autres contacts pour enrichir son réseau. Et, donc avant de conclure, est-ce que Biba, vous pourriez nous donner un ou deux tips, comme on dit aux États-Unis, concernant la rédaction du CV? Alors déjà, la première chose, c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure, ne surtout pas envoyer un CV français traduit en anglais, Mhm. parce que ça, d'office, ça part à la poubelle. Ce qui est important aussi, je ne l'ai pas mentionné dans l'entretien, mais c'est aussi valable aussi dans l'entretien que dans le CV, c'est tout ce qui concerne les informations personnelles. Mhm. Donc, ne pas mettre sa photo, jamais mettre sa photo, ne pas mettre sa date de naissance, ne pas mettre si on est marié, célibataire ou quoi que ce soit, ne pas mettre comme on fait en France si on a un permis de conduire ou si on a fait une service militaire. Tout ça, c'est des informations qui sont considérées comme discriminatoires. Ce qui fait que si vous les mettez sur votre CV, même si le contenu est bon, ça part à la poubelle de tout. Mhm. Donc ça, c'est important. Et puis, il faut savoir effectivement qu'un recruteur, il n'a que quelques secondes. En moyenne, je crois que c'est 2-3 secondes qu'il prend Mhm. par CV, par lettre de motivation. Donc, même sur la lettre de motivation, faire en sorte d'être très précis, de mettre des bullet points et pas d'essayer d'en faire 3 pages pour expliquer quelque chose parce que vu le nombre de candidatures qu'ils vont recevoir, ils ne vont pas aller à la fin de la 3e page pour comprendre qui vous êtes, ce que vous faites et que vous êtes le meilleur. Mhm. Donc, il faut vraiment que ce soit, dès qu'il voit à première vue, il faut qu'il ait le sentiment, voilà, ça c'est un candidat bien spécifique, donc bien mettre les bullet points sur la cover letter et puis surtout sur les résumés, une bonne présentation. Et pareil, l'autre tip, c'est que quand on a, alors je crois que c'est moins de 10 ans, si je me trompe, un CV n'est pas, un résumé n'est pas censé faire plus d'une page. D'accord. Et souvent, l'erreur que j'ai vue de français, c'est même s'ils ont 5 ans d'expérience, il y a déjà 3 pages de CV. Donc, il faut savoir condenser, aller à l'essentiel. Et comme on disait tout à l'heure, mettre des chiffres, montrer qu'on est, une fois de plus, on est plus bon, on est meilleur, et les résultats qu'on a obtenus, plutôt que du délégage, en fait. D'accord. Bah, merci. Oui. Si je peux juste finir, en fait, je pense que ça va bien montrer comment ça fonctionne. Un petit exemple, il y a quelques années, j'avais rencontré, quand j'étais encore à New York, j'étais allée à un événement de la Chambre de commerce franco-américaine, et il y avait un jeune Français qui était là, je crois, depuis une semaine, et qui vient me dire, ah oui, mais moi, je cherche un emploi, et tout, donc, ok. Donc, je lui dis, est-ce que votre CV est fait à l'américaine? Il me dit, oui, oui, il est en anglais. Je lui dis, non, c'est pas la question que je vous ai posée. Je vous ai demandé ce qu'il est fait à l'américaine. Il m'a regardé avec une tête bizarre, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle me veut, de quoi elle parle, dans quelle langue elle parle. Et puis, bon, il a cherché du travail pendant à peu près 3 mois. Bien sûr, il n'en a pas trouvé. Il y a toujours des gens qui sont là pour évaluer vos CV. Et la personne qui évalue les CV lui a dit ceci. Visiblement, vous allez. Alors, sachant que dans une job fair, la personne prend plus de temps qu'un recruteur, prend plus de 3 secondes. Donc, elle a bien regardé. Elle dit visiblement, vous avez un background qui est très intéressant et je ne comprends rien à votre résumé. Faites-le à l'américaine et recontactez-nous. Le lendemain matin, la personne m'a téléphoné en disant Viva, je ne crois que là j'ai besoin de vous parce qu'on vient de leur dire la même chose. Et là, je pense que vraiment, mon CV, il ne va pas du tout. On lui a fait son CV, 3 semaines plus tard, il avait trouvé un job. Donc, je pense qu'il faut vraiment que les gens comprennent que de faire un CV, ça coûte cher, effectivement, il y a un coût de faire un CV à l'américaine, mais que bon, si on ne le fait pas, ça coûte encore plus cher parce qu'on fait un job. C'est clair. D'accord. Merci beaucoup, Biba. Ben, merci pour vous, de votre accueil. Avec plaisir. À bientôt. À Au bientôt, au revoir. revoir.